clairement des films avec des mecs en costume dans des salons chics qui parlent, c'est complètement pour moi. Chic, t'es bien gentil quand même, on est en Union soviétique. Hein. Le gros défaut du film, c'est son excès de mélo, autant dans les violons que les gros plans sur tout le monde qui crie, qui pleure. Enfin, moi j'ai l'impression que tout le monde était sous drogue, vraiment. Tout le monde soit a des sourires complètement ébahis, soit hurle, enfin machin. Je suis en mode, mais où sont les humains C'est vraiment du douleur porn. Ah ouais. Daniel quand même rentre complètement dans ce rôle de cinéma d'auteur français, un but de lui-même. Et j'ai pas envie de prendre la parole juste pour cracher sur Xavier. Mais où est-ce qu'il est ? Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman ? La Perche est dans le cadre, c'est le podcast cinéma dans lequel on parle vite, mais on prend quand même le temps de débattre des films et séries qui font l'actualité. Dans le Mage du Kremlin d'Olivier Assayas, Paul Dano campe l'éminence grise, murmurant à l'oreille d'un Jude Law méconnaissable en Vladimir Poutine. Chez Chloé Zhao pour Hamnet, Jessie Buckley prête ses traits à l'épouse de Shakespeare, soutien de l'ombre de son dramaturge de Marie. Quant à Amour Apocalypse, le film met en scène un héros éco-anxieux rassuré par une voix apaisante au téléphone dont il s'éprend peu à peu. On profitera que sa réalisatrice Anne Aymon soit québécoise pour se demander d'où vient la magie du cinéma québécois. Et Yuri me souffle à l'instant qu'en fin d'émission, il nous expliquera en carte blanche pourquoi il faut prendre au sérieux les gros films bêtes qui font boum boum. Silence, moteur, la perche est dans le cadre, mais on s'en fout, on fait de la radio. Action! Et bonjour à tout le monde, hello Yuri, Laurent, Alban, Félix et Manon, merci d'être là Manon pour éviter le petit boys band autour de la table. Je ne vois pas le problème. Si on avait été un boys band, quel boys band on serait ? Voilà, c'est ça une question que j'aimerais poser aux gens. Oui. N'hésitez pas à y répondre en commentaire. Quel boys band on serait ? Moi je te dis One Direction. On pourrait être dans des trucs, c'est les S Club 7, des trucs vraiment à l'ancienne des années 90 que tout le monde a oublié. Voilà. Les B2K. On va commencer tout de suite avec le courrier des auditeurs. Merveilleux jour que le dimanche. C'est pour moi le plus beau de la semaine. Pourquoi cela, Buckley ? Parce qu'il n'y a pas de courrier le dimanche. Oui, Yuri ? C'est très naturel comme transition, merci Elisabeth. Non, du coup, juste pour vous rappeler avant le courrier des perchés, de nous suivre sur les différents réseaux, Instagram et TikTok, ainsi que de vous abonner si vous écoutez cette émission régulièrement, de nous laisser des petits commentaires, ainsi que de nous écrire. Vous pouvez nous écrire soit par mail, soit en commentaire sur YouTube, où vous pouvez également nous suivre, soit sur Spotify. Et voilà, globalement, ça nous aide beaucoup. On adore vous lire et on vous répond assidûment. Et sur Instagram aussi, vous pouvez nous écrire. Félix, est-ce qu'il y a des perchés qui nous ont écrit cette semaine ? Ouais, il y en a plein. Cool. Le mec est hyper emballé. beaucoup de retours, notamment sur le focus zombie, mais là je vais commencer sur Pluribus, une auditrice qui visiblement a décroché à l'épisode 7 parce qu'elle a eu vraiment du mal avec le rythme de la série. Pourtant elle a aussi fait le lien avec Leftovers, qui est sa série préférée, et elle a adoré l'épisode de La Mouche de Breaking Bad, donc comme quoi c'est assez mystérieux, mais c'est vrai que c'est quand même une série qui diverge, je pense, de ce qu'on a cité précédemment. Ensuite on a quelqu'un qui réagit au focus zombie, du coup. Alors pour lui, du coup, le meilleur film de zombie, le chef-d'œuvre, c'est Zombie, du même nom. Pour celles et ceux qui s'intéressent de Romero, ouais. Pour celles et ceux qui s'intéressent au montage, je vous invite à comparer cette version européenne de l'original de Romero, Dawn of the Dead. C'est Dario Argento qui a supervisé ce montage ramassé, plus cut, passant d'un film de presque 2 heures à 90 minutes, en y collant la musique du groupe Goblin, là où Romero utilisait des stocks de musique à disposition. Très bonne musique d'ailleurs par ailleurs. Le résultat transforme la version US en bombe glauque et nerveuse, beaucoup plus efficace. Donc merci à Dario Argento. Comme quoi les producteurs ont parfois raison. Ok, je savais pas du tout que ça existait. C'est un truc qui est quand même un machin qu'on fait moins maintenant, avec des gars qui, quand ils importaient des films, en particulier du cinéma d'exploitation, avaient sans vergogne le recoupaient comme des gros porcs pour que ce soit plus court. La plupart du temps c'est une catastrophe, voire c'est vraiment n'importe quoi au-delà de l'imagination, mais là c'est ouf que ça. La sortie salle de Il était une fois en Amérique, la première sortie salle, je pense que c'est un bon exemple d'un charcutage absolu. Le film fait presque 4 heures, tu vois. Moi après j'ai vu Les Hommes d'une autre planète, un film chinois qui a été remonté et redécoupé, on sait pas trop comment. La version VF est insensée, tu vois. On comprend plus rien. Bon voilà, mais. Et on a un autre retour du coup sur notre focus zombie. Donc pour l'auditeur en question, il y a différentes phases politiques du zombie. Au début, donc c'est donc Vaudou, le film notamment de Le Tourneur, le zombie et la personnification de l'esclavage. Ensuite, on a donc Zombie de Romero qu'on vient de citer. C'est plutôt la critique de la société de consommation. Ils vont au centre commercial dans un geste pavlovien. Le zombie est ici un mort et le point de départ, c'est quand les enfers sont pleins, les morts reviennent à la vie. Zombie lent à cause de la rigidité cadavérique. Ensuite, on passe du coup à 28 jours plus tard, ou même Dawn of the Dead de Zack Snyder, donc remake de Zombie de Romero. C'est désinfecté, donc plutôt méfiez-vous de votre
votre voisin, les infectés peuvent courir, une griffure et paf, on devient zombie. Et ensuite, aujourd'hui, le zombie n'a pas vraiment évolué, mais on est plutôt dans le vivons avec eux. Et c'est peut-être ça l'effet du confinement et du Covid. Il est là, il est contaminé, mais on vit quand même avec. Et effectivement, ça résume un peu, je pense, certains points qu'on touchait avec notre focus. C'est assez intéressant de voir que des précisions qui sont les zombies sont parmi nous finalement. Oui, exactement. Et je crois qu'il y a quelqu'un sur Spotify qui nous conseillait Warm Bodies qu'on a mentionné. Et Yuri, justement, tu l'as vu. En disant que c'est un mauvais film du dimanche soir, et je suis assez d'accord. C'est un film tout à fait sympathique et drôle avec Nicolas Hoult en zombie repentant, pénitent. Et donc voilà, c'est vraiment un très bon, c'est un très bon film, en tout cas un très bon concept qui est assez bien tenu. En effet, moi en tout cas quand je l'ai vu, ça m'a bien fait rigoler. Et Yuri, t'étais pas là la semaine dernière, mais t'as un petit courrier pour Laurent. Oui, pour Laurent et pour Claudine, parce que il y a quand même 2 choses qui ont été dites à ce micro. Rouler dans la bouse. Ouais, voilà, on dit à tort et à travers que je déteste les films. Alors, l'agent secret, non, je n'ai pas. Seulement toi-même. Voilà, mais bon, je suis russe, c'est normal. Je ne suis pas, non, je n'ai pas détesté l'agent secret. J'ai dormi pendant l'agent secret, ce qui est une distinction quand même assez notable, parce que juste, je peux pas avoir détesté un film que je n'ai vu qu'à moitié. Et le deuxième point, c'est que je n'ai pas non plus détesté Pluribus. Je trouve que ce que vous avez dit sur la série est très juste, et enfin vous trouvez qu'il y a beaucoup de mystère dans la série. Moi je trouve qu'au contraire la série annonce ses intentions très vite et de manière très frontale, et que du coup moi il me manque justement ce mystère et cette bizarrerie. Mais bon voilà, on va pas refaire le débat, c'est juste que je trouve que vous avez dit que j'avais caricaturé détesté ton propos. Caricaturé mon propos, et je suis là pour redire la vérité. Et bah très bien, et maintenant tu vas nous parler du box-office de la semaine. Bon, là c'est le calme plat, mais est-ce que ça peut pas quand même péter un de ces 4 quoi. Et alors, quels sont les films qui trônent au sommet cette semaine ? Eh bien, aux grandes dames de beaucoup de gens, j'ai l'impression que c'est La Femme de ménage qui fait quand même qui fait mieux qu'Avatar cette semaine, donc c'est assez marrant. Mais toi, t'as aimé. Voilà, qui a fait 541 000 entrées, donc une variation de seulement moins 21%. Il cumule à ce jour 3 500 000 spectateurs, c'est complètement débile. Et pourtant, moi, les personnes que je connais dans mon entourage qui ont lu le livre ne sont pas allées le voir en me disant je connais la fin. Oui, bah d'accord, mais enfin, à ce titre, on va pas voir Harry Potter, on va pas voir, enfin, c'est un peu, bref. Oui, c'est pas un très bon argument, mais je veux dire que du coup, c'est peut-être pas exactement le même public, il y a un public relais par rapport au livre. Bah, écoute, c'est pas les lecteurs uniquement. Non, mais d'ailleurs, parce que le livre a connu un pic de vente à la sortie du film, donc je pense que en effet, c'est pas forcément les mêmes personnes qui sont allées voir le film et qui ont lu le bouquin. Il est suivi donc par Avatar, qui s'essouffle un peu, mais qui va quand même passer les 8 millions d'entrées probablement dans les semaines qui viennent, et L'Affaire Bojarski, que vous avez pas bien aimé, mais qui fait le meilleur démarrage de la nouveauté cette semaine, puisqu'il est dans le top 3. Il est à 378 000 entrées sur sa première semaine, ce qui en fait, je crois, si j'ai bien compris, le meilleur démarrage du Pacte depuis presque 20 ans. Donc le Pacte qui est son distributeur. Wow, voilà. Et alors, pour avoir été dans la salle en même temps que toi, Allemand, en même temps, la salle était comble, mais public plutôt âgé. Et gens pas très aimables quand même. Oui, complètement. Bah écoute, ils sont nombreux en France visiblement. On s'est pris quelques petites remarques, moi parce que je suis arrivée un peu tard, et toi juste ta voisine commentait le film en direct. Oui, alors c'était pas pour moi, mais effectivement, à chaque mini suspense, elle faisait oh là là. Un film haletant. Ouais. Quand on a 95 ans, oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont haletantes. Mais en tout cas, ce qu'on peut relever sur ce box-office de début d'année, c'est que les films se maintiennent plutôt bien, ils trouvent vraiment leur public, et je pense que ça va se poursuivre cette semaine, puisque les films dont on va vous parler ce soir également font déjà un sacré carton. Je vois qu'il y a des gens qui rigolent dans mon dos. C'est un peu genre le prof qui se retourne et genre qu'est-ce qui vous fait rire, Ferreira? En fait, j'ai une Nicorette et je crois qu'en la mâchant, Elisabeth entend le son au casque. Excellent, merci. Voilà. Et bien voilà, c'était le box office. Elle est probablement pas la seule à l'entendre, donc si vous entendez la Nicorette, donnez-nous des commentaires. C'est enlevé. Et ben merci beaucoup pour ça, tu as terminé avec le box. Bah oui, du coup forcément, je peux pas parler. C'est vraiment pas si drôle, Elisabeth, hein, ça va. En fait, écoute, on va passer au premier film dont on débat aujourd'hui, c'est Le Mage du Kremlin d'Olivier Assayas. What matters in Russia is your proximity to power. Vadim Baranov was a visionary director. He became known as the new Rasputin. I want to be part of my time, not
On est en Russie dans les années 90 et l'URSS est en train de s'effondrer dans le tumulte d'un pays en reconstruction. Un jeune homme à l'intelligence redoutable, Vadim Baranov, trace sa voie. D'abord artiste puis producteur de télé-réalité, il devient le conseiller officieux d'un ancien agent du KGB promis à un pouvoir absolu, le futur tsar Vladimir Poutine. Plongé au cœur du système, Baranov devient un rouage central de la nouvelle Russie, façonnant les discours, les images, les perceptions. Laurent, c'est une adaptation du coup du livre éponyme, Le Mage du Kremlin. Est-ce que quelqu'un ici autour de la table l'avait lu ? Non. Oui. Non. D'accord. Moi aussi, Évidemment. mais un peu rapidement. Laurent, donc tu n'avais pas lu le livre. C'est probablement le premier film d'Olivier Assayas que tu vois. Non. Eh bien, figure-toi, non. J'ai pas forcément été impressionné par ce précédent, mais en tout cas, j'ai vu celui-là, qui à mon avis me semble en tout cas assez différent de ce qu'on peut voir, de ce qu'il fait d'habituellement, où il est quand même dans du cinéma très français. Alors, il a deux veines quand même dans son oui, cinéma. c'est vrai. Qui est Chaque film est assez différent. le cinéma d'auteur pénible à la Hors du Temps. Hors du Temps qui était quand même regardable. Et Sils Maria, quoi. Et Sils Maria qui était pas top non plus quand même. Non, mais cette veine-là. Plus film américain, ou en tout cas également Cuban Network, qui est complètement un film de genre. C'est lui qui avait fait Carlos, c'est ça? Oui, et Carlos également. Carlos qui était pas si mal. C'est pour ça qu'il y a vraiment deux veines et il a déjà emprunté celle, on va dire, du thriller politique. Oui, non, mais c'est pour ça que j'étais pas non plus si surpris de le voir là-dedans, mais j'ai trouvé ça assez intriguant parce que j'aurais pas forcément choisi lui pour faire un film qui est d'ailleurs assez étrange parce que c'est un film avec des acteurs américains qui se passe en Russie, produit. Du coup, c'est Paul Dano qui joue le personnage principal, qui joue Baranov, et c'est Jude Law, donc qui est anglais, qui joue Poutine. Avec le tout adapté d'un livre écrit par un Italien en français. Tout ça est bon, voilà, un peu euro-pudding, mais en tout cas, le projet, moi, m'intéressait beaucoup. J'étais quand même assez chaud pour tout ce truc, et je trouve que dans un certain sens, j'en ai un peu pour mon argent parce que ce que le film réussit très bien, c'est de faire une très belle leçon d'histoire. C'est-à-dire que globalement, tout le projet du film, à mon sens, en tout cas ce qu'il arrive à faire, c'est de raconter cette période de la Russie contemporaine, post-soviétique, avec tous les mouvements et tous les personnages qu'on va y trouver et comment les choses se sont organisées autour de la fin de Boris Yeltsin et l'avènement de Vladimir Poutine jusqu'à aujourd'hui. De ce point de vue-là, c'est assez cool et c'est assez bien fait. On est vraiment un peu pris dedans. Et moi qui aime bien l'histoire et toi qui aime bien Poutine et qui Vladimir Vladimirovitch, mais moi qui aime bien voilà l'histoire, je suis assez intéressé et globalement pris par tout ça. Là où je serais plus critique, c'est que je trouve qu'en matière de cinéma, le film n'est pas tout à fait à la hauteur, dans le sens où il a quand même un gros défaut de film français que je trouve un peu pénible, c'est que il n'arrive pas à créer des situations où on a des personnages qui vont vraiment dialoguer au sens où, c'est-à-dire parler comme si c'était des vrais gens qui ont des dialogues, et par leur manière d'être, leur manière de parler, on va comprendre ce qu'ils pensent du monde. Ils disent ce qu'ils pensent du monde constamment. Et ça, je trouve que c'est quand même C'était un des enjeux d'adaptation. Je pense que Yuri va me rejoindre là-dessus. Voilà, moi, je me suis en lisant le livre et je l'avais lu dans une boîte de production avec la logique de savoir si on se positionnait ou non sur le livre pour l'adapter. Et une des questions qui s'était quand même posée, c'est que en fait, c'est quand même un livre qui est très bavard et où en tout cas c'était un enjeu, je pense, d'adaptation. Ce qui moi en fait me dérange pas, c'est-à-dire que clairement des films avec des mecs en costume dans des salons chics qui parlent, c'est complètement pour moi. Moi je suis ok avec ça. Chic, t'es bien gentil quand même, on est en Union soviétique. C'est la vie que tu rêves de mener. Non mais il y a des endroits où c'est un peu fancy, tu vois. Le souper c'est exactement ça. Le souper c'est bien, et je me faisais la réflexion d'ailleurs, on va pas faire tout un truc pour faire une comparaison avec le souper, mais le souper arrive à faire des trucs que justement en fait le Mage du Kremlin arrive pas, et c'est réussir à créer des dialogues où les gens parlent, et parce qu'ils se disent eux-mêmes, on comprend en fait ce qu'ils veulent dire derrière, qu'il y a du sous-texte et qu'il y a des trucs. Là vraiment, il y a pas beaucoup de sous-texte. Là c'est vraiment les gens parlent et t'expliquent le pouvoir, voilà ce qui se passe. Enfin, il y a littéralement une scène où il y a Vladimir Poutine qui dit moi ce qui m'intéresse c'est le pouvoir. Cool, j'ai du mal à imaginer qu'il y ait des gens qui aient déjà dit ça. C'est-à-dire qu'on sait qu'il est vraiment intéressé par le pouvoir, on l'a vu dans sa manière d'être depuis 25 ans, mais le fait est que le dire et le verbaliser de manière aussi clairement, il y a vraiment des moments où on est un peu là à se dire
tu plantes un peu ton projet de faire un film dont l'objectif c'est d'essayer de construire et de montrer un peu des gens comme ça. Ce qui fait que du coup je trouve que le portrait psychologique du personnage de Paul Dano, qui est un personnage complètement fictif d'ailleurs, enfin qui est inspiré de un mec qui s'appelle Soukourov. Oui. Enfin bref. Surkov, ouais. Surkov, ouais, pardon. Qui est du coup pas très bien réussi parce que encore une fois lui il est surtout là pour exprimer des idées, les idées qui sont certainement celles de l'auteur dans le livre, qui peuvent probablement mieux passer dans le livre et qui sont un peu plus difficiles quand on les voit à l'écran parce que il y a quelque chose d'un peu fabriqué dans cette histoire et dans ces dialogues, et parce que tout a une volonté d'être sursignifiant et d'à chaque fois de donner une thèse sur ce que l'auteur pense à tel ou tel moment. Et franchement, c'est dommage. Alors, ça veut pas dire que ce qui est raconté est sans intérêt, parce que je trouve qu'au contraire, et c'est peut-être une des grandes forces du film, d'une grande force du film, c'est que le discours sur la Russie, le discours historique même, et même, tu vois, politique sur la situation russe est hyper intéressant. Mais ça, je pense que c'est le travail du bouquin aussi. Le problème, c'est que pour moi, c'est pas comme ça qu'on le fait dans un film. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'il y a un super casting, globalement il y a de l'argent donc c'est plutôt beau, il y a des idées de personnages qui sont plutôt intéressantes, mais je trouve que tout ça est un peu plat et manque de cinéma dedans, quoi. Voilà. Et alors, on n'a pas cité le nom de l'auteur du roman qui s'appelle Giuliano da Empoli. Manon, est-ce que tu rejoins Laurent sur l'intérêt du projet, mais ses limites, qui serait un manque de mise en scène et de cinéma au sens large? Moi, j'ai eu un petit problème avec la forme, enfin une petite déception, parce que je trouve que la bande-annonce est particulièrement bien montée et bien faite et très alléchante. On a l'impression qu'il va y avoir beaucoup de rythme, presque pas de l'humour, parce que compliqué de faire de l'humour sur ce film, mais je sais pas, un peu d'ironie, un peu de sarcasme, un truc un peu plus, moi, qui me tentait pas mal. Et je trouve qu'au final, on retombe quand même assez vite dans des écueils de biopic, pas vraiment, vu qu'il est quand même un peu fictionnalisé, mais assez classique. Et je pense que le problème vient de ce que t'as pas dit. En fait, le personnage de Paul Dano raconte sa vie à un mec qui écrit... qui va écrire un bouquin. Et du coup, en fait, c'est l'auteur lui-même dans le roman. Voilà, et ça, je pense que c'est très intéressant dans un roman, cette structure, mais je trouve qu'à l'écran, il y a un truc, du coup, en fait, c'est juste Paul Dano qui raconte sa vie et qui l'incarne finalement pas si bien parce que il n'a pas grand-chose à jouer, quoi. Parce que c'est complètement en plus une structure de roman du 19e siècle, voilà. A fortiori. Ça se passe en une nuit, en fait. Ils se rencontrent une nuit et il lui raconte tout son histoire. Et du coup, en fait, c'est la voix off de Paul Dano presque tout le temps. En fait, c'est un entretien avec un vampire, mais avec un vrai vampire, ça. Et du coup, je trouve ça dommage parce que je trouve que le choix de Paul Dano pour incarner ce perso de l'ombre très ambivalent, c'était vachement bien parce qu'il a un côté très lisse, un peu inquiétant, enfin qui fonctionne bien. Mais du coup, il a pas grand chose à jouer et je trouve il y a quand même quelques, comme tu l'as dit, il y a quand même quelques super scènes où vraiment il est glaçant dedans parce qu'il est quand même super. Oui, parce que c'est un très bon acteur, mais c'est vrai qu'avec un acteur moins bon, enfin, je trouve qu'il y a quand même un côté un peu, tu sens qu'il aurait voulu faire un peu du Sorkin et que finalement ça marche pas bien parce que je trouve que les dialogues sont pas hyper inspirés et c'est un peu comme tu disais, surligné et un peu surexplicité. Je trouve que sa relation avec le personnage d'Alicia Vikander, qui je pense, enfin donc de sa femme, qui existe moins dans le roman, je crois que c'était un peu une volonté de la remettre un peu au centre, d'Olivia Assayas et de Emmanuel Carrère. Je comprends pas trop ce que ça fout là. Qui a co-signé le scénario, du coup, Emmanuel Carrère. Ouais, et qui fait un petit caméo. Je comprends pas trop ce que ça vient foutre là. C'est déjà le cas dans Limonov. Mais bon. Ah ouais. Okay. Parce que à la fois elle prend beaucoup de place, cette relation dans le film, et en même temps ça nous raconte rien sur Paul Dano. Enfin, je trouve ça hyper accessoire et voilà, et un peu dommage. Alors je vais citer Camélia, avec qui j'ai vu le film hier soir. Moi j'avais plus ou moins le même point de vue que toi, et elle disait qu'au contraire c'était l'autre pendant. C'est elle qui lui rappelle toujours être la morale, quoi. Tu vois, ce qu'il est devenu et en fait elle représente plutôt bien aussi toute cette génération qui finalement a tout flambé et puis finalement s'est rendu compte qu'elle avait elle-même tout gâché, quoi. C'est un peu ça le. Ouais, mais du coup, je trouve que ça nous... En fait, je comprends l'intérêt du contrepoint, mais du coup, je trouve que ça nourrit pas forcément le personnage central, qui est le personnage de Paul Dano. Donc voilà, donc je trouve qu'en final, on est dans un biopic un peu lisse et un peu classique, alors que sur le papier, le projet est génial et avec des acteurs. Je trouve que Jude Law en Poutine, il s'en sort bien parce que je pense qu'il essaie pas de le caricaturer. Enfin, il fait un truc complètement à part. Je trouve qu'il arrive à vraiment bien le faire. Et physiquement, c'est assez bluffant ce qu'ils ont réussi à faire, quand même. Parce qu'il reprend sa moue, tu sens quand même qu'il a taffé le visage, la gestuelle et tout. Mais parce que c'est un super acteur. Et en fait, gênant.
gênant. C'est pas une caricature, c'est vraiment bien fait. Et voilà, bon, après tout le monde parle anglais, ça c'est un autre sujet. Mais avec différents accents. Et tu nous disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'accent, il y a quand même quelques accents. Oui, mais c'est des accents des acteurs, c'est-à-dire qu'il n'y a personne essaie de faire bonjour comme ça, je suis russe. Un petit peu quand même. Pas trop les acteurs principaux, mais quand même. Mais les autres, je pense qu'ils sont juste tous laitons, donc ils parlent tous comme ça. Quoi. Manon, tu mentionnais Limonov, qui est donc l'avant-dernier film de Kirill Serebrennikov, et c'est vrai que Yuri, toi, t'as vu vraiment des points communs avec le Mage du Kremlin. En fait, parce que ça raconte quand même à peu près la même période. Limonov d'ailleurs apparaît dans le film à un moment de manière en plus un peu gratos. En fait, je vais pas vous paraphraser parce que je suis plutôt d'accord avec ce que vous avez dit. Moi, j'ai le sentiment que, en fait, là où Limonov s'intéressait vraiment à un personnage charnel, on va dire à la matérialité de son existence, à quelque chose il s'attachait à montrer comment ce type traversait l'époque, comment il était défini autrement que juste par son idéologie, ce qu'il disait, et plus par ce qu'il faisait. Là, les personnages sont définis uniquement par ce qu'ils disaient. Là, je pense que la différence quand même majeure entre les deux films, et qui fait que, pour moi, j'ai l'impression que Assayas a un rapport très intellectuel à ça, voire très théâtral. Et j'ai l'impression que ça vient du fait qu'il s'identifie en tout cas d'une certaine manière à ce personnage de Baranov qui est metteur en scène et qui met en scène un peu au début il est metteur en scène de théâtre, puis il est metteur en scène de télévision, producteur de télé-réalité, puis il conçoit comme ça un peu son monde avec ses petits pions, etc. Et moi j'ai un peu l'impression que il induit comme ça une espèce de distance et que nous-mêmes on regarde ce truc comme étant un peu ils sont loin, ils sont là-bas, ils sont un peu derrière une vitre et nous-mêmes on les regarde un peu comme dans un aquarium. Et je trouve que ça fait qu'on manque, je trouve moi, de vraie connexion avec ce personnage de Paul Dano et un peu du coup a fortiori avec tous les autres. Il y en a d'autres qui sont un peu mieux définis, notamment son mentor qui ensuite devient son ennemi. Excellent acteur d'ailleurs. Berezovski. Et du coup je trouve que Assayas a un rapport vraiment très intello, en fait moi ce qui m'intéresse c'est plutôt ce qu'ils vont se dire, les idées qu'ils vont échanger, etc. Du coup pour moi ça manque vraiment de chair et je trouve que ça se traduit aussi par la reconstitution. Alors ça je peux pas vraiment en être c'est pas vraiment un défaut du film en tant que tel, c'est comme ça, ils l'ont fait comme ça, mais je trouve que en vrai en termes d'objets, de costumes, de coiffures, de voitures, en vrai, il n'y a rien qui va. C'est-à-dire que, vraiment, ça n'est pas ça, la Russie des années 2000. Ça ressemble pas à ça, les téléphones, c'était pas ceux-là. Bref, il y a plein de trucs où tu te dis, bon, les gars, là, vous n'avez pas taffé. Ou alors, alors que je trouve que Limonov, c'était au contraire un film où tu ressentais l'époque de manière assez frontale et assez forte. Le réalisateur est russe quand même dans Limonov. Mais je pense que c'est pour ça qu'on peut pas le lui reprocher. Tu vois, c'est un truc où moi, je l'ai ressenti comme ça. Je trouve que ça. Tu peux pas lui reprocher. Excuse-moi, tu peux être français et t'entourer d'un chef déco quelqu'un qui s'occupe des costumes qui vont taffer ça. Voilà. Mais du coup, je trouve que en fait, ils sont peut-être russes. D'ailleurs, il fallait peut-être s'appuyer sur des personnes russes. C'est vrai que l'argument, je le rattache plus au fait d'être à distance de tout, et j'ai l'impression qu'il est également à distance de l'environnement qu'il filme. Et il est également, en fait, la Russie des années 90-2000, en vrai, ça l'intéresse pas tant que ça. Ce qui l'intéresse, c'est plutôt les échanges intellectuels qui vont être créés entre ces personnages. Et du coup, en fait, tout le reste est un petit peu cosmétique et un petit peu caricatural. Et en fait, s'il avait assumé toute la théâtralité de ce personnage qui se rêve comme un héros, on va dire, d'un roman du 19e, d'un roman russe du 19e, une espèce d'arriviste qui va monter comme ça les échelons et qui va finir un peu comme chez Balzac, tout en haut de la pyramide. En fait, s'il avait assumé la théâtralité de ce truc-là et le romantisme, justement, au premier degré de ce personnage, je pense qu'on aurait eu un film un petit peu plus, pas forcément émouvant, mais quelque chose qui aurait peut-être un peu plus parlé aussi à notre âme plutôt qu'à simplement à notre intérêt pour l'histoire russe récente. Alban ? Oui, alors moi je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit, dans le sens où je trouve que le film a des qualités, notamment par son casting, parce qu'effectivement je trouve que c'est quand même Paul Dano qui porte tout le film, et je trouve que ça n'a pas été assez dit quand même. Paul Dano fait quand même une belle partition. Je trouve qu'il l'a fait quand même beaucoup plus belle que Jude Law dans Poutine, qui moi m'a pas du tout convaincu. T'as pas du tout convaincu, d'accord. Ça m'a pas convaincu du tout. J'ai vu que Jude Law en fait, j'ai jamais vu Poutine. Je trouve que c'est quand même bien pensé, les moments entre mélange d'images d'archives et fausses images d'archives tournées avec Jude Law. J'ai trouvé que c'est quand même quelque chose de plutôt intéressant tenté par Olivier Assayas. Moi je préfère voir Jude Law que Poutine personnellement. Oui. Après, je suis assez d'accord avec les critiques que vous faites sur la forme du film, c'est-à-dire quelque chose de très verbeux, très littéraire. Et je trouve qu'en fait, non seulement c'est problématique dans ce que le film essaye de raconter, comme le disait Yuri, sur ce fait de parallèle entre sa vision de cinéaste d'Olivier Assayas et la vision de ce personnage-là, mais je trouve que par ailleurs, ça gâche le film, c'est-à-dire que
le film est divisé en segments, en chapitres, comme le livre, j'imagine, avec des grands coups et des grands moments de l'histoire de la Russie post-soviétique. Et je trouve que sur certains segments, on assiste seulement à une bande-annonce en voix off du moment raconté par Paul Dano, que l'histoire en elle-même. Et je trouve que c'est un problème d'équilibre entre chacun des segments, parce qu'autant il y a des segments où on voudrait en voir plus, et d'autres où on voudrait en voir moins. Il y a typiquement des phrases où il y a des hyperliens à chaque fois qu'il parle, et il y a notamment un moment juste après Maïden où il convoque en fait des sortes de plein de mouvements contestataires pour faire une sorte de contre-révolution, et ce passage-là est surligné à chaque phrase où en fait la stratégie de Paul Dano est réexplicitée dans les dialogues, et je trouve que c'est vraiment dommage parce que le film fait tout le temps ça alors qu'on n'en a pas vraiment besoin, et parfois il le fait pas au moment où on en aurait besoin. Je trouve qu'il y a vraiment des difficultés à ce niveau-là dans le scénario, et c'est exactement pareil dans sa relation avec Alicia Vikander, je sais plus son prénom dans le film, Xenia. Je trouve que en fait on comprend tout de suite l'idée de ce contrepoint-là, qui lui rappelle à la fois sa vie d'avant et la vie qu'il aurait pu choisir, et en même temps l'idée d'une Russie qui n'existe plus et auquel il aurait pu œuvrer aussi. Et en fait c'est tellement appuyé à partir du moment où il la recroise dans le film sur ce bateau jusqu'à la fin où ils sont dans leur dernier séjour à Stockholm, que le film devient presque une parodie de lui-même. Et je trouve que c'est un petit peu dommage de nous prendre par la main à ce niveau-là, alors que le film n'avait pas besoin de ça. Et je trouve que le jeu de Paul Dano, justement, la force de ce jeu-là, c'est de nous faire ressentir énormément de choses sans qu'on ait besoin de les justifier à chaque fois qu'il y a une action. D'ailleurs, c'est dans ce que tu dis, il y a parfois des moments où il y a un personnage qui va dire nous avons établi une stratégie pour, faire de la désinformation. Oui. Et en face, il dit une stratégie pour faire de la désinformation. Expliquez-moi cette stratégie pour faire de la désinformation. Mais c'est vraiment ça. Mais nous n'avons pas besoin de gens intelligents, nous faisons des idiots pour faire ci, ça et ça. En fait, on comprend tout, et c'est dommage, quoi. Surtout que je pense que c'est infiniment plus complexe que ça. Mais Et surtout ça rejoint un truc que tu disais, mais c'est que le film, comme il est construit en segments avec plein de choses, je trouve que du coup, il manque un peu d'équilibre, où on aurait aimé avoir un truc peut-être plus focus pour nous parler de ce personnage de manière un peu plus simple, où là en effet comme le disait un peu Manon tout à l'heure, c'est-à-dire que ça part dans les défauts d'un biopic alors que ça n'en est pas un. Ouais, sur sa vie d'avant, on a la moitié du film, quoi. Et donc certes, alors c'est intéressant d'un point de vue de leçon historique parce que du coup on voit l'évolution de la Russie, mais en réalité ça manque de je sais pas comment, ça manque de chair, quoi, en fait. Bah, moi c'est là où justement je rejoins Yuri en disant que il y a vraiment cette idée de parallèle entre Olivier Assayas et ce personnage, où on nous montre ses débuts de metteur en scène, etc., pour dire regardez, nous aussi on a des petits pions, on développe des histoires et on vous fait croire des choses, quoi. Il y a un truc un petit peu presque problématique en fait dans la manière dont Olivier Assayas se voit dans ce film. Oui, c'est parce que Olivier Assayas, je trouve qu'il s'est projeté. Moi, ce qui m'a un peu choqué, c'est que au début du film, il y a un personnage d'un des meilleurs potes de Vadim, qui est du coup de Paul Dano, qui est un oligarque qui est basé sur l'histoire de Khodorkovsky, je sais pas comment on prononce, mais qui est donc un oligarque russe qui existe vraiment. Et je trouve que ce mec-là, c'est une version un peu beau gosse de Olivier Assayas. Évidemment, il chope la meuf, tu vois. Et donc t'es un peu là, genre what, qu'est-ce que c'est, ce truc. Il y a vraiment un truc un peu gênant, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu son délire, parce que quand tu regardes aussi comment s'appelle son précédent que j'ai vu, Hors du temps là, il choisit des mecs pour l'incarner lui qui sont vraiment genre bref, il y a une espèce de truc. Qu'est-ce qu'il incarne déjà? C'est Vincent McCain, non? Non. En fait, oui, c'est-à-dire que lui, il joue Vincent. Enfin, le personnage principal est Vincent McCain, qui ressemble à son frère. Mais non, mais son frère, c'est Mishka Assayas, donc c'est joué par comment il s'appelle cet acteur avec Bon, j'ai oublié, mais oui, c'est un super acteur, j'adore par ailleurs. Mais bref, toujours est-il qu'il a toujours une espèce de manière un peu bizarre de se mettre en scène dans ses propres films, que je trouve un peu chelou, surtout là en l'occurrence quand moi j'avais vraiment l'impression que c'était lui, je me suis dit mais attends, mais c'est chelou, on dirait Assayas, c'est tout. Alors qu'en fait trop pas. Mais c'est le syndrome Make to My Love avec le comédien qui est censé être un peu kéchiche, mais bon. Le comédien, c'est celui qui joue dans le film de Michel Esco. Michel Esco, en fait, qui joue dans Hors du temps, qui joue le frère, qui joue Mishka Assayas, donc le critique rock, mais qui ressemble beaucoup plus à Olivier Assayas. Ouais. Et
Ishka Assayas qui ressemble vachement plus à Vincent McCain qui joue le rôle de Lee Assayas. Tout est... J'étais persuadé qu'il y avait Vincent McCain dans le film, je l'ai attendu pendant 2h25. Non, en fait, non, Vincent McCain aurait aimé être dans le film. Il était dans la même ville au moment du tournage et malheureusement, voilà, si vous voulez savoir ce qui est arrivé, envoyez-moi un message. Alors qu'en fait, il est probablement pote avec Assayas du coup. Oui, mais c'est bref. Mais bon, tu tapes un rôle pour tous tes potes dans tes films. Non, en tout cas, j'aime bien comment on est parti sur. On aurait pu faire un focus Assayas visiblement, mais non, c'est un focus sur le cinéma québécois. Et donc, on va tout de suite parler d'Amour Apocalypse d'Anne Hémon. Qu'est-ce qui vous amène ici, Monsieur Tremblay? Quand j'ai appelé pour prendre rendez-vous, ça allait pas vraiment bien. Et il promène les chiens des voisins, et c'est un job de petite fille de 9 ans. Est-ce que tu peux commencer par les cages des petits, s'il te plaît? On dirait que j'ai de la misère à me faire donner des ordres comme... Pas de blonde, pas d'enfant, pas de cash. Propriétaire d'un chenil, Adam, 45 ans, est un éco-anxieux via la ligne de service après-vente de sa toute nouvelle lampe de luminothérapie. Il fait la connaissance de Tina. Cette rencontre inattendue va tout dérégler, Félix. Démerde-toi avec ça. Vraiment. Oui. Amour Apocalypse, c'est un film que j'ai vu pour ma part. Toi aussi, en fait, on était. Je crois qu'on l'a tous. Je sais pas combien on est dessus, mais on l'a vu. Non, vous l'avez vu tous les deux à Cannes et moi je l'ai vu dans un autre festival cet été. On l'a vu à Cannes, semaine ou quinzaine? Quinzaine. Ouais. Et c'est vrai que c'est le genre de petit film, t'y vas parce que le pitch a l'air vaguement rigolo, mais bon, tu sais pas trop ce que tu vas voir. C'était en fin de festival en plus. Et j'avoue qu'en fait, le film m'a vraiment beaucoup plu. J'avais trouvé ça très rafraîchissant et j'en garde quand même pas mal de souvenirs. Et en tout cas, enfin, il vieillit très bien dans ma mémoire. Je crois que ce qui m'a vraiment marqué, c'est l'attention pour ces personnages. En fait, je trouve qu'ils sont tous. Déjà, l'acteur est assez formidable. Malheureusement, j'ai pas son nom. Si vous pouvez le retrouver. Il s'appelle Patrick Yvonne ou Yvon, je sais pas comment on prononce. Et moi, je l'avais vu notamment dans la série de Xavier Dolan. Ok, ouais. Moi, j'avoue que je le connaissais pas du tout. Et vraie découverte. Enfin, je trouve qu'il dégage un truc assez fou et il correspond très très bien à ce personnage qui est à la fois extrêmement stressé et en même temps hyper gentil et je trouve que du coup ce parallèle, enfin il y a vraiment quelque chose ce paradoxe là est hyper chouette et je trouve que du coup la relation qu'il va entretenir avec justement cette fameuse Tania au début Tina, pardon. Au début, tu te dis que c'est un peu cliché, tu sais, c'est rigolo, mais tu sais pas trop où ça va et en même temps, t'as peur que ça aille dans des endroits attendus. Et en fait, je trouve qu'au milieu du film, il y a une espèce de surprise que je ne dévoilerai pas parce qu'on découvre un peu justement la vie de cette fameuse Tina. Et je trouve que ce parti pris, en fait, d'un coup, de te montrer la réalité de la vie de cette femme et de cette image, parce que c'est une véritable image, il n'entend que sa voix au téléphone, c'est une espèce de romance comme ça. Ça pourrait être Her, presque. Ouais, voilà, exactement. C'est une personne réelle. Et ça m'a vraiment marqué et j'ai trouvé ça hyper chouette et en même temps assez émouvant, en tout cas dramatique, mais sans en faire des caisses. Je trouve que c'est un film qui est assez léger et en même temps qui s'empare quand même, je trouve, de sujets assez lourds. Typiquement, évidemment, le réchauffement climatique, mais en même temps, je trouve que l'idée, l'envie, c'est de créer un espèce de petit voyage qui fait réfléchir, mais en même temps on n'en sort pas complètement déprimé. Et voilà, je trouve que cette niche-là de film qui veut parler de ce genre de sujet sans en faire des trucs hyper dramatiques et hyper forts, mais tout en maintenant, je trouve une forme d'humanité et une forme d'ambivalence en fait dans les personnages. J'avoue que j'ai trouvé ça vraiment hyper chouette et clairement c'est une tonalité qu'on pourrait pas avoir en France, je trouve, sans forcément teaser le focus. Ouais. Donc moi je vous conseille franchement d'aller voir ça parce que voilà, je trouve que c'est un film qui est quand même assez maîtrisé. Laurent, tu partages l'enthousiasme de Félix ? Écoute, ou plutôt, mais le truc c'est que je l'avais un peu oublié moi ce film, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge et que du coup j'ai dû réécouter ce qu'on en a dit à Cannes pour me rappeler un peu, pour me remettre un peu en tête. Et c'est vrai que à l'époque j'en avais dit plutôt du bien. Vous aviez dit notamment, je me souviens que les chiens étaient vraiment très beaux. Les chiens ils sont beaux et mignons, mais du coup c'est vrai que après m'être mis un petit peu dedans et de m'être rappelé un peu de ce que c'était, de comment ça parlait, je trouve que c'est un film qui est très agréable parce que simple. Et j'ai pas envie on va pas en discuter des heures parce qu'on en parlera dans le focus, même si j'ai pas une expérience très importante du cinéma québécois, mais je trouve que c'est un film qui juste raconte son histoire comme ça, tranquille, et qui a pas peur de ça, justement, qui est pas dans les sbroufs, qui est pas dans un truc pour se la raconter.
Et c'est assez rafraîchissant et très agréable, d'autant que je suis assez d'accord avec toi, c'est-à-dire que l'histoire qu'elle raconte sur justement cette espèce d'histoire d'amour un peu avortée, enfin de trucs un peu... c'est une espèce de rom-com sans en être complètement une. Sans être vraiment une rom-com, un truc un peu difficile à définir en fait de ce point de vue-là, est amené de manière très intelligente et assez jolie. Donc non, je trouve que c'est pas un grand film qui d'ailleurs il est pas resté beaucoup dans ma mémoire, mais je veux dire, mais c'est une vraie jolie histoire sympathique, bien fait, avec des personnages touchants et avec une espèce de simplicité. Et finalement, est-ce que c'est pas un peu pour ça qu'on va voir des films en fait au bout d'un moment? Donc non, plutôt une belle réussite pour un film qui a pas des ambitions extraordinaires et qui au final fait un truc vraiment joli, sympa. Et parce que aussi, je trouve que le film réussit toujours à trouver, enfin il y a un sens des situations qui sont pareil assez microscopiques, mais il y a toujours des idées un peu absurdes, un peu décalées, qui font pas forcer. Drôle, en fait. Et je trouve que du coup elle a vraiment une tonalité douce, en même temps un peu amère, absurde, en même temps très réaliste, et que je trouve assez chouette. En plus, moi je me rappelle qu'on avait eu un discours avant de leur part, ils étaient tous très mignons. Ouais. Donc il y avait un truc, on avait envie d'aimer ce film. Oui. Et on l'a aimé. Et on l'a plutôt bien aimé. Donc, voilà. Oui, ils nous avaient passé des chants de baleines, je sais pas quoi, c'était clairement, ils étaient très contents d'être là, quoi. Tu vois. Normal, sélection à la quinzaine, c'est cool. C'est un premier film. Non, c'est pas un premier film. Mais presque, non. Enfin, elle en a pas fait beaucoup, Anne et mon psy. Si, elle a 1, 2, 3, 4, c'est son cinquième film. D'accord, oui, bon, c'est juste le premier film de la réalisatrice que tu vois. Oui, mais ça va être une des questions assez intéressantes sur effectivement le cinéma québécois, parce qu'en fait tout ne nous parvient pas. Donc effectivement, c'était quand même pour beaucoup d'entre nous la découverte de cette réalisatrice qui est Anne Hémon. Jingle du Focus. Ce film a confondu mon histoire et celle de ma sœur Colette, qui a effectivement épousé Monsieur McBurett. Monsieur McBurett, qui est l'aviateur anglais. Voilà. Alors on s'est posé la question de se faire un focus effectivement sur le cinéma québécois en se demandant quelle était un peu sa magie propre, parce que assez régulièrement on a des bonnes surprises du cinéma québécois, et d'ailleurs souvent des films même qu'on top. Je me souviens de Vampire Humaniste qui avait été topé assez haut récemment. Comme chaque semaine on vous a demandé quels étaient un peu les films effectivement québécois que vous aimiez, beaucoup de Simples comme Sylvain et de Vampire Humaniste, mais aussi Incendie de Wajdi Mouawad, Les Chambres Rouges de Denis Villeneuve. Adapté de Wajdi Mouawad. Adapté de Wajdi Mouawad, réalisé d'une pièce de Wajdi Mouawad et réalisé par Denis Villeneuve. Et ensuite, pas mal, évidemment, le cinéma de Xavier Dolan. C'est un peu les réponses qu'on a eues et qui, je pense, sont assez représentatives du cinéma québécois qui nous parvient, à nous, effectivement, spectateurs ici en France. Avant de, peut-être, Yuri, déjà, demandons-nous qu'est-ce qu'on définirait comme étant le cinéma québécois qui nous parvient. Qu'est-ce qu'on aime dans ce cinéma, Yuri? C'est souvent un cinéma assez hybride, parce qu'il a une grande liberté de ton. En tout cas dans les films qui nous parviennent, qui a généralement pas peur d'aller flirter parfois avec le mélo, avec le fantastique, avec tout un tas de genres, et souvent aussi beaucoup de comédie. Donc il y a une sorte de magie assez propre à ce cinéma-là, en tout cas celui qui nous parvient, et c'est souvent ce qui nous plaît, en tout cas nous, quand on les voit, j'ai l'impression. Manon? Moi, j'ai l'impression que ce qui nous parvient beaucoup, notamment ces derniers temps, c'est beaucoup de teen movie. Et en même temps, je dis ces derniers temps, mais par exemple, un des films québécois les plus connus, c'est Crazy de Jean-Marc Vallée, qui est déjà un teen movie. Qui était un teen movie. Et déjà un mélo, et déjà une espèce de... Ouais, et assez hybride aussi. Ouais. Les premiers films de Dolan, c'est quand même pas mal. Enfin, je sais pas si on peut parler de teen movie, mais ça parle de personnages jeunes. J'ai tué ma mère, pour moi, c'est un teen movie. Mommy, c'est un teen movie. Mommy, c'est un teen movie. Même, c'est pas vraiment un teen movie, mais Les Amours imaginaires, on est un peu entre deux. C'est des jeunes adultes. Les premiers Dolan, c'est vrai que c'était quand même beaucoup là-dessus. Et ces derniers temps, on en a eu plein qui nous sont arrivés hyper réussis. Vampire Humaniste, Falcon Lake de Charlotte Lebon, qui a un vrai pied en France, mais elle a tourné son film au Québec. Et elle est québécoise. Et moi, à chaque fois, c'est des films que j'aime beaucoup. Je sais pas, je trouve qu'ils ont un regard sur l'adolescence. Les Québécois, je ne l'explique pas vraiment, mais qui est toujours assez beau. Ils s'autorisent aussi toute une forme, plein de formes et de genres assez divers. Et je pense, comme nous, on en parlait dans le focus Teen Movie, je pense qu'ils ont ce truc de en fait, faire des films plutôt sur l'adolescence que pour les adolescents. C'est souvent assez dramatique quand même. Ça parle beaucoup de rupture, beaucoup de rupture avec les familles, d'émancipation, tout ça. Mais... Et même avec j'allais dire, tu vois, Falcon Lake, je suis pas sûre qu'en France, on aurait assumé une telle fin.
qui est quand même très sombre. Qui est très très sombre. Moi j'avais vu un teen movie récemment québécois qui s'appelle Falcon Lake, qui est le film de Charlotte Lebon, si vous l'avez pas vu. Un film québécois qui s'appelle Noémie Dioui sur la prostitution adolescente, genre hardcore de chez hardcore. Je sais pas si on aurait pu. Enfin, si, remarque, on l'a fait en France, on a fait Jeune et Jolie, mais. Oui, mais c'est pas tout à fait le même. Ouais, mais voilà, bon, c'est pas. c'est pas un modèle, quoi. Mais bref, tout ça pour dire qu'ils ont, en fait, ils sont assez ambitieux et ils ont toujours, je trouve, quand même un regard sur l'adolescence qui est assez beau. Je me souviens que j'avais posé la question à Monia Chokri en interview et elle avait dit c'est vrai, les Québécois, on adore parler de l'adolescence et de la famille, mais elle non plus savait pas vraiment pourquoi. Mais je pense peut-être aussi parce que le cinéma québécois est jeune et c'est un pays aussi assez peut-être qui est un peu en crise d'ado aussi, enfin qui est dans un truc d'indépendance. Je pense qu'ils sont proches aussi, le fait d'être un peu des Américains qui parlent français. Alors faut surtout pas leur dire ça parce que je pense qu'ils nous détesteraient, mais il y a un côté, ils sont beaucoup plus américanisés en fait que nous. Ouais. Et donc je pense qu'ils ont un rapport avec le teen movie et la liberté adolescente et des trucs que nous on a peut-être moins en France, qu'ils ont peut-être plus là-bas. Et alors je peux apporter un petit élément de contexte qui est que pour préparer ce focus, j'ai donc parlé avec quelqu'un qui a travaillé dans le département caméra pendant 6 ans au Québec et qui me disait qu'en fait c'est aussi un cinéma où il y a beaucoup, en fait, qui soutient beaucoup la jeunesse et donc c'est souvent des réalisatrices assez jeunes, c'est des équipes assez jeunes et pas mal de réalisatrices en vrai. Beaucoup de réalisatrices aussi et je pense que ça participe du coup dans le choix des sujets. Enfin, je veux dire quand t'as 20 ans pour Dolan mais même 30 ans, tu parles plus facilement de personnages jeunes que quand tu fais ton premier film à 45 ans comme en France. Ton premier film, tu parles de ce que tu connais, donc l'adolescence a priori tu connais bien et beaucoup de réalisatrices, peut-être elles s'emparent aussi, les réalisatrices, plus de ces sujets adolescents, des trucs assez, enfin je sais pas, peut-être qu'elles ont une appétence pour ça et aussi parce qu'il y a beaucoup de réalisatrices, parce que je lisais qu'au Québec eux ils se sont saisis de ces questions de parité sur les plateaux en 2007, genre ils ont fondé un collectif pour l'équité réalisatrices en 2007, donc ils avaient beaucoup d'avance par rapport à nous. Et alors, parce que nous on a rien de tout ça en fait. Si, nous on a 50-50 il y a quelques années quoi. D'accord, mais Laurent, sur ce que tu disais sur le côté, sur le lien avec les États-Unis, c'est pareil, c'est un élément de réponse que j'ai eu. En fait, le Québec, c'est un endroit dans lequel il y a pas mal de films américains visiblement qui se tournent, dans lequel on truque à la fois les États-Unis, Boston, mais aussi pas mal de capitales ou de villes européennes, et donc ça permet à des productions américaines d'aller tourner là-bas. Et c'est un cinéma c'est visiblement un milieu du cinéma qui est très syndiqué à l'américaine, ce qui permet, et c'est ça qui est intéressant dans les éléments de réponse que j'ai eu, qui permet en fait beaucoup plus d'horizontalité sur le plateau, puisque les techniciens ont un vrai contre-pouvoir, voilà. Du coup, c'est aussi comme c'est un pays dans lequel il n'y a pas une élite installée de la même manière qu'en France. C'est souvent des réalisateurs, réalisatrices et les comédiens sont beaucoup plus à égalité. Il y a vraiment beaucoup plus d'horizontalité sur le tournage. C'est des réalisateurs qui ne passent pas par des grandes écoles comme la FEMIS, qui n'existent pas là-bas, où c'est plutôt des universités, etc. Donc c'est des gens vraiment du terrain qui commencent très jeunes, qui apprennent leur milieu, qui apprennent le travail dans le milieu, etc. Et je pense que tous ces éléments de réponse aussi participent à se dire que en termes de créativité, etc., on est peut-être moins bridé qu'en France, Félix. Et c'est ce que j'allais dire. En fait, moi, je trouve que le point de divergence entre le cinéma français et le cinéma québécois, c'est que c'est un cinéma qui est beaucoup moins prétentieux. Et je trouve que même les grands auteurs en fait là-bas qui sont reconnus, genre typiquement Monia Chokri, c'est quand même, ça commence à devenir quelqu'un. Puis alors Denis Villeneuve. Denis Villeneuve évidemment, ou même en vrai, même Dolan. Si je suis pas très fan de son cinéma avec Dolan, je trouve que c'est des gens qui à chaque fois font des trucs avec une grande sincérité et avec leurs émotions, et ils sont pas dans une posture d'auteur comme nos réalisateurs qui, parce que il y a quelque chose justement de très pyramidal, fait que t'es projeté. Enfin, les gens de la FEMIS, on leur répète que c'est des génies, donc forcément quand ils sortent de là, il y a un truc. Alors que je pense qu'au Québec, c'est beaucoup alors, plus. On pourrait arguer que le Festival de Cannes a beaucoup répété à Xavier Dolan que c'était un génie, que peut-être à un moment ça lui a aussi pas fait du bien. Oui, Dolan quand même rentre complètement dans ce rôle de cinéma d'auteur français, un but de lui-même pour moi. Et j'ai pas envie de prendre la parole juste pour cracher sur Xavier Dolan. Après, dans un focus sur le cinéma québécois. J'aime pas, mais tu le fais avant que je le fasse, alors que je n'ai jamais vu un seul film de Xavier Dolan. je le trouve, tu vois, je le trouve plus sincère. Alors que j'aime pas du tout Xavier Dolan, mais je le trouve plus sincère quand il fait justement, notamment ses premiers films, que tu vois, certains cinéastes français. Après, sur le point justement entre la France et le Canada, c'est qu'en France, on n'a pas vraiment à proprement parler de teen movie, ou alors très peu. Ça se fait moins parce qu'en fait la jeunesse telle qu'elle est filmée en France, c'est essentiellement, même si c'est en train de changer ces derniers temps, une jeunesse parisienne, et que la jeunesse parisienne telle qu'elle a été filmée, c'est dans les cafés en train de lire des ouvrages décrépits et fumer des clopes. Et en fait c'est la boum. La culture américaine, donc la culture du Canada, certes se rapproche beaucoup de celle des États-Unis, mais ils ont une identité qui est très forte aussi, et une identité qui est à la fois singulière par rapport à ce qui se passe en France et aux États-Unis. Donc il y a aussi une forme de découverte d'un point de vue
vue d'un public français aussi, Bien de sûr. découvrir cette singularité-là au cinéma et de la trouver sympathique et complètement nouvelle pour nos expériences. Après, il faut comprendre un truc quand même sur ce que c'est que le Québec. C'est-à-dire que c'est une province immense, avec beaucoup de territoires vierges dans le nord. Il y a 2 grandes villes, Québec, qui n'est pas une très grande ville, et Montréal, qui est une très grande ville. Montréal, qui est une ville bilingue, qui est un truc assez particulier, où en fait, il y a quasiment la moitié de la ville parle français, l'autre moitié parle anglais, et ils vivent limite même pas dans les mêmes quartiers. C'est un délire un peu chelou. C'est quand même plus français qu'anglais, d'une manière générale, en tout cas dans le centre, quand tu te balades, machin, mais c'est une ville qui est vraiment bilingue. Donc il y a cette espèce d'apport américain aussi de culture américaine, ou en tout cas, au sens continent, qui est vraiment beaucoup plus prégnant que Québec, par exemple, où c'est vraiment genre un peu les nationalistes du Québec, où ils sont genre très très fiers de parler français, d'être dans un truc comme ça. Donc ils ont quand même cette influence très américaine aussi de ce point de vue-là. En tout cas, à Montréal, c'est vraiment frappant. Et je pense que le cinéma, il me semble que le siège entre guillemets du cinéma québécois se trouve à Montréal. Oui, c'est la grande capitale économique de la province. Mais tu me permets de rebondir sur quelque chose d'assez intéressant, c'est que la langue, effectivement, qu'on a dans les films québécois, donc ils sont très majoritairement dans un français qui est le français québécois. Ouais. Donc nous, on a besoin très souvent de sous-titres. Enfin, la plupart des films sont sous-titrés. Et moi, je me souviens, ça dépend des films, mais je me souviens notamment devant Crazy de Jean-Marc Vallée, d'avoir lancé sans sous-titres en me disant, mais attends, on se fout de ma gueule, pourquoi il y a des sous-titres à une époque où je regardais pas beaucoup de cinéma québécois, et au bout de 15 minutes, être parti remettre des sous-titres parce que honnêtement, je comprenais pas grand-chose. Moi, c'est arrivé sur Starbucks et je me suis accroché et au bout d'un moment, je comprenais. C'est-à-dire que en vrai, mon cerveau s'est mis au truc et puis en fait, à la fin, je parlais québécois. Bah oui, mais honnêtement, pour avoir vu maintenant pas mal de films québécois, je trouve que effectivement, c'est en fait, tu t'y habitues et au bout d'un moment, tu comprends. Enfin, tu vois, tu comprends évidemment beaucoup mieux. Mais là où je voulais en venir, c'est que visiblement, c'est quand même vraiment une stratégie, mais affichée, de défendre en fait une culture québécoise, de se dire que justement la question de la langue, et on parlait là du français, de l'anglais, etc., mais aussi les langues autochtones en fait, et c'est quelque chose dont visiblement le cinéma québécois s'empare de plus en plus. Et je me souviens d'ailleurs il y a quelques années avoir travaillé sur une série qui était une adaptation d'ailleurs de Wajdi Mouawad et qui devait se tourner au Canada, et qu'on avait besoin d'auteurs du coup autochtones de là-bas, et qu'il y avait déjà cette question de ces auteurs qui en avaient un peu marre d'être caution là-dessus, qui avaient envie de s'emparer de leur vrai récit. Et visiblement, c'est aussi quelque chose qui vraiment travaille la société québécoise en ce moment. Les auteurs locaux, tu veux dire des mecs qui sont des Premières Nations du nord du Canada. Exactement. Oui, mais ça, en effet, c'est vrai qu'ils ont aussi toute cette question-là que nous, on n'a pas du tout traité. On n'a pas du tout à traiter en France, mais en effet, parce qu'il y a une minorité dans le nord du Canada où c'est des Inuits. Enfin, je sais pas si c'est des Inuits, mais bon, je sais pas quelle est leur ethnie exacte, malheureusement, je veux dire, corrigez-nous. ils ont leur Première Nation à eux, qui doivent en effet, où la question de leur représentation se pose. Et il y a un élément aussi de réponse dans cette liberté dont on n'a pas parlé, c'est les budgets. En fait, c'est des budgets qui sont quand même souvent assez minuscules. Et moi, ce que j'ai compris, on disait les films nous parviennent pas énormément, mais en réalité, c'est parce que c'est une économie qui est très locale. Et en fait, Bien finalement, si le public au Québec va voir les films québécois, ça suffit. Et ça suffit parce que c'est ces petits budgets. Et donc la question de l'exportation est pas immédiatement posée. Peut-être que ça aussi, c'est un élément de réponse pour. Non, tu t'as pas l'air d'accord, Félix. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a plein de pays qui sont un peu dans cette situation-là. Enfin, c'est quoi les pays, tu vois, où l'économie du cinéma repose quand même exclusivement sur l'exportation? Non, mais ce que je voulais dire, c'est que tu vois, le UK, beaucoup, l'Angleterre, beaucoup. Oui, l'Angleterre, beaucoup. Okay. Mais non, mais je voulais plus dire, tu vois, par rapport à un budget, si tu fais film égal en France, on va être sur des budgets beaucoup plus lourds. Et du coup, je pense que ça amène pas forcément exactement. Parce que nous aussi, en vrai, notre économie, bien sûr, on a des gros budgets, mais la moyenne du film français, je crois que c'est 3 millions, un truc comme ça. Donc c'est pas non plus des budgets qui sont. Je pense que c'est quand même plus qu'un film québécois où quand je regardais, il y avait quand même pas mal de films plutôt autour de 1 million, tu vois. Ah ouais, d'accord. Après, oui, pas tous, hein. Ok. Mais peut-être le dernier point, c'est qu'en fait, on disait il y a pas tout qui nous parvient. Ils ont une grosse en fait industrie aussi de séries. Alors récemment, on a eu Empathie. Je sais pas si on peut complètement considérer que La Nuit, où Laurier Gaudreau s'est réveillé, La Nuit ou le jour, de Dolan est une série québécoise, parce que je sais qu'il y a un diffuseur québécois, mais enfin c'est quand même beaucoup Canal qui est à la manœuvre. Après, c'est un scénariste réalisateur québécois et des comédiens québécois. Et sûrement des équipes québécoises. Donc en tout cas, la fabrication, c'est une série québécoise. À part ces 2 séries-là et quelques autres qui sont venues, en fait, c'est des séries qui sont très souvent remakées en France. Et je me suis rendu compte que notamment sur TF1 et France Télé, il y a eu beaucoup de remakes de séries québécoises qui sont pourtant des séries qui sont en français. Donc en fait, de ce point de vue-là, on a aussi beaucoup de choses qui nous parviennent pas.
mais peut-être que ça va changer peut-être avec notamment le succès d'Empathie. Oui, et puis en fait aujourd'hui avec les plateformes et tout, il y a quand même potentiellement une manne, une vraie manne pour les séries québécoises et même pour le cinéma québécois en règle générale, pour qu'il nous arrive de manière un peu plus largement, parce qu'en effet tu dis que c'est très local, et d'ailleurs c'est assez surprenant dans les films qui parviennent, notamment d'abord ils passent par un circuit de festival. Et la plupart, en fait, et c'est à partir du moment où ils vont créer une espèce de buzz en festival de tiens, ça a l'air vachement bien, que ensuite ils passent dans, on va dire, le circuit classique. Et c'est un peu le cas de Amour Apocalypse. C'est le cas de Simple comme Sylvain, même si bon. De Falcon Lake. Est-ce que Vampire Humaniste était passé par Cannes ? Non, il était passé par Venise, mais pareil, c'était un circuit de festival. Ouais. Et puis d'un coup, ce film qui avait fait son petit buzz en festival, ensuite est récupéré par des distributeurs français. Donc en fait, il n'y a pas non plus en effet, il y a pas une communication, j'ai l'impression, hyper fluide entre les productions vraiment locales, type Vampire Humaniste, qui est vraiment un tout petit film, et les films qui sont de Xavier Dolan, qui sont déjà coproduits par la France en réalité. Mais potentiellement ça peut être un vrai ça pourrait être plus une manne de distribution aussi pour eux de passer sur les plateformes françaises. Ce qui est marrant, c'est que c'est pas forcément, enfin c'est un truc qui aurait pu, tu vois, on aurait pu avoir un pipeline plus clair de diffusion de cinéma québécois qui à mon avis nous ferait du bien d'ailleurs, mais alors qu'il y a déjà eu des histoires de réal québécois, typiquement tu parles de Jean-Marc Vallée avec Crazy, mais même avant, enfin t'as le déclin de l'Empire américain de Denis Arcand, et tu vois tout le cinéma de Denis Arcand qu'on a vu débarquer chez nous, qui avait fait un énorme carton. Après il n'y a pas eu une espèce de, ça a pas ouvert les vannes du cinéma québécois quoi. Je me trompe peut-être, mais il n'y a pas un film, Les Invasions barbares, c'est pas un film québécois ? C'est la suite du déclin de l'Empire américain. D'accord. Et c'est un Oscar, ça. C'est ça. Mais il y a un distributeur en France, Wayna Pitch, qui distribuait Vampire Humaniste, qui je crois a plus ou moins ou ambitionne de faire de sa spécialité, enfin de distribuer de plus en plus de films québécois. Je crois que c'est un peu son ambition. Ce serait cool. Et il me semble, mais là, ça n'a rien à voir avec la distribution en France, mais que le cinéma québécois est quand même largement représenté au Festival de Locarno. Donc si vous êtes intéressé par le cinéma québécois, il faut regarder les sélections du Festival de Locarno, et je crois qu'il y a quand même plusieurs titres. Moi, une fois, ça m'avait intéressé, j'ai été tombé sur justement les sélections de Locarno, et j'avais découvert des films dont j'ai oublié parce que c'était il y a trop longtemps, mais des films québécois. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que les gros réalisateurs québécois, on parlait de Denis Villeneuve, mais donc Jean-Marc Vallée, qui est depuis décédé, c'est des gens qui après vont aussi travailler aux États-Unis, parce que Villeneuve, on le présente plus maintenant, il est sur les dunes, etc. Américains, ils avalent tout le monde. Oui. Mais Monia Chokri, son prochain film est tourné en France, donc j'ai l'impression qu'ils essaient de se sortir dès qu'ils ont un peu de succès, peut-être. Je sais pas, parce que nous on a la version plus hauteur des États-Unis, mais globalement, le cinéma occidental, il est soit produit en France, soit produit aux États-Unis, presque. Enfin, j'exagère un peu, mais à peine. Quoi. On aime bien absorber les auteurs aussi. Et typiquement, tu parlais de Xavier Dolan. Moi, je trouve que Xavier Dolan s'est fait complètement récupérer par ce délire cannois et auteur français. Et c'est vrai que je pense qu'on les pervertit. Et tu trouves qu'il a un peu perdu de sa liberté et de sa singularité. Ça, c'est lui qui je le juge de sa propre vie. J'ai l'impression qu'il a toujours été influencé quand même par le cinéma français. Non, mais bien sûr, mais je pense de toute façon, on les influence, ils nous influencent. Oui, en fait, c'est ça qui est rigolo, c'est que quand tu regardes de ce que j'ai compris moi un peu d'une brève histoire du cinéma québécois, c'est que en fait le cinéma d'auteur québécois, il émerge à la fin des années 60, début des années 70, donc presque 10 ans plus tard. Par rapport à la nouvelle vague, influencé par ce qui venait de la nouvelle vague, et qui avait une grosse on va dire manne de financement de cinéma documentaire avant, beaucoup plus que de fiction. Donc beaucoup de Villeneuve vient d'ailleurs de là. Exactement, donc beaucoup de cinéastes ont fait leurs armes dans le documentaire, mais c'est vraiment à partir justement des années 70 qu'il y a eu un espèce de renouveau avec une nouvelle société de type CNC qui s'est lancé ou de chaînes de télévision, j'ai pas exactement compris la différence, mais bref, une structure qui a permis. L'Office national du cinéma. Ça c'est avant, et puis ils en ont créé une nouvelle dans les années 70 qui allait justement, qui a mis beaucoup plus d'argent justement dans la production locale après un échec dans les années 50. Bref, et du coup ce cinéma d'auteur là, il a connu son apogée dans les années 80 en effet avec Denis Arcand, et puis ensuite de nouveau en fait dans les années 2000, parce que les années fastes du cinéma québécois en France et à l'international, c'est les années 2000 avec Jean-Marc Vallée, Denis Villeneuve et tous les autres quoi. C'est
c'est beaucoup plus et Ken Scott, enfin tout un tas de cinéastes qui ont émergé. Mais du coup, c'est marrant en effet qu'il y ait cette intercommunication. Et aujourd'hui, nous, en tout cas, de notre point de vue, on se pose la question de pourquoi ils font à chaque fois qu'on voit un film québécois qui nous arrive, mais c'est vachement bien. Je trouve que c'est chouette aussi. Je pense que ça revient en fait à ce que disait tout à l'heure Elisabeth, c'est ce côté beaucoup plus horizontal. Que moi, je trouve que c'est des films qui transpirent l'humilité. Ouais. Ce que j'ai vu récemment. Est-ce que tu disais Félix sur le fait que c'est beaucoup moins prétentieux que ce qu'on. Mais aussi parce qu'ils n'ont pas de star system au niveau des acteurs. Mais c'est ça. Et ça, c'est ce qu'on m'expliquait que les comédiens là-bas sont hyper accessibles, qu'il n'y a pas du tout. Et qui font pas de différence cinéma, série, tout ça. Enfin, j'ai l'impression que tout le monde participe. Ça, c'est complètement vrai. Anne Dorval qui jouait chez Dolan jouait dans Le Cœur a ses raisons. Donc, complètement. Voilà. Et ils n'ont pas de hiérarchie comme chez nous, un peu prétentieuse, quoi. Et sur le côté, c'est rigolo parce que sur le côté cinéma un peu jeune, enfin en tout cas avec un modèle de financement qui est basé sur la découverte de talents et essayer de financer des jeunes talents, du coup, ça ressemble un peu au cinéma belge qui, pareil, en fait, est un cinéma francophone en périphérie du coup du cinéma français et qui a un peu la même, j'ai l'impression, un peu des similitudes et dans les tonalités et dans la manière de fonctionner économiquement, parce que là-bas aussi, il y a une volonté de faire émerger des gens, là où en France, clairement, si t'as pas 50 ans, tu peux pas faire de film. La Belgique a un système de financement, une aide qui s'appelle l'aide à la production légère, qui est globalement pour les films à moins de 500 000 balles. Ouais. Et globalement, c'est une aide qui va couvrir plus de la moitié du prix du film, enfin du budget de production du film, mais ce qui montre bien qu'ils encouragent aussi, le film fait à l'arrache, un peu à la débrouille, mais du coup qui donne des films complètement zinzin, et puis avec une espèce d'esprit parfois en effet beaucoup plus libre du fait de la contrainte économique qui est beaucoup plus énervée, mais du coup le fait, c'est hyper intéressant en effet comme parallèle avec le système de financement québécois que tu citais tout à l'heure, de dire qu'en effet en Belgique, si vous voyez pas mal de films qui sortent ici, ils sont souvent faits pour moins d'1 million d'euros. C'est vraiment des tout petits budgets, et c'est souvent des films qui du coup se permettent énormément de choses, énormément de prise de risque et de liberté. Et si je peux juste conclure là-dessus, le petit effet pervers notamment en Belgique, c'est que du coup il y a beaucoup de films et de séries françaises qui vont tourner en Belgique, pour des raisons économiques, puisqu'en fait pour des raisons fiscales, etc. Mais qui du coup fait qu'il y a beaucoup de techniciens belges, moi j'en ai rencontré pas mal sur des productions sur lesquelles j'ai travaillé, qui se plaignent que du coup on aille tourner chez eux aussi pour en fait moins les payer, etc. Donc il y a aussi un peu ce système un peu pervers de vous travailler vite et bien et vous êtes moins payé que les Français. Ils ont un système aussi de mais pour les techniciens, je crois qu'il me semble qu'ils ont un système d'intermittence qui est vachement qui est très qu'une fois que tu as obtenu, tu peux pas vraiment te faire virer. Il est assez protecteur. Mais il est assez protecteur, mais je pense qu'on fera un jour un focus sur le cinéma belge. Est-ce que il y a un film que vous avez envie de recommander du cinéma québécois? Moi, j'ai envie de dire Vampire Humaniste, mais qu'est-ce que c'est basique. Bah ouais, moi je suis une basic bitch aussi, quoi. Ouais, récemment, c'est quand même mon gros coup de cœur. Bah moi je vais être basic parce que je vais citer Denis Villeneuve, mais je sais pas si c'est un de ses tout premiers films à Denis Villeneuve qui s'appelle Un 32 août sur Terre. Ouais. J'adore. Vraiment. Qui était pareil, une espèce de comédie en fait, absurde. C'est complètement indéfinissable, et si tu sais pas que c'est Denis Villeneuve, tu peux pas deviner que c'est Denis Villeneuve, mais c'était vraiment génial. Et Falcon Lake de Charlotte Lebon, c'était vraiment super aussi. Ouais, carrément. Bah, c'est ce que je vais dire. Falcon Lake, Félix, Yuri. Ouais, moi c'était Falcon Lake de Charlotte Lebon, parce que c'est le premier auquel je pense. Mais si vous avez pas vu Starbuck, c'est une super comédie, c'est hilarant. Enfin, c'est vraiment très 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 bien. Starbuck a été refait en France avec José Garcia, et c'était horrible. Ouais. Laurent, non, toi t'as dit Basic Beach. Moi, je suis là-dessus. Moi je dirais, même si je pense qu'il y en a plein d'autres de bien, mais je dirais quand même un simple comme Sylvain, parce que c'est un des derniers qui nous est arrivé, que c'est la nouvelle génération, donc si on veut en voir plus, il faut les soutenir eux. Et que même si j'aime beaucoup le film de Charlotte Lebon, le film aurait été distribué en France quoi qu'il arrive. Enfin, je veux dire, c'est Charlotte Lebon, tout le monde la connaît. Enfin, même si, pour moi, on est à moitié sur un film français, film québécois, tu vois. Mais si on en cite rien que cette année, il y a aussi le film d'animation de Félix Dufour-Laperrière qui était La mort n'existe pas. Ouais. Donc il y a aussi on n'a pas parlé de cinéma d'animation du coup, mais et il y a quelques années, on avait parlé d'un film Antigone là, qui était le film de procès. Voilà, donc ils ont plein de choses. Je sais pas, je me souvenais d'un film que j'avais vu il y a 10 ans où c'est un gars dans la montagne qui cultive de la weed, et c'était incroyable, mais j'ai plus le titre. Mais je vous retrouverai ça dans les commentaires. Si vous avez dites-nous en commentaire le titre. Merci beaucoup. Le dernier film dont on débat aujourd'hui, c'est Hamnet de Chloé Zhao.
Is it true? You know everything about a person by touching them. Dans l'Angleterre de la fin du XVIe siècle, William Shakespeare, alors professeur de latin fauché, fait la connaissance d'Agnès, une jeune femme à l'esprit libre. Fascinés l'un par l'autre, ils entament une liaison fougueuse avant de se marier et d'avoir 3 enfants. Tandis que William tente sa chance comme dramaturge à Londres, Agnès assume seule les tâches domestiques. Lorsqu'un drame se produit, le couple, autrefois profondément uni, vacille. Mais c'est de leur épreuve commune que naîtra l'inspiration d'un chef-d'œuvre universel. Manon. Merci pour ces merveilleux lancements. Je trouve que le résumé, il n'est pas hyper... le résumé spoil quand même un gros truc un de gros la fin élément. du film. Bon. Il n'est pas bon. Enfin, en fait, je trouve qu'il a... c'est un peu toutes les thématiques brassées, mais je trouve que l'angle principal du film n'est pas... C'est quand même sur leur couple. C'est sur le deuil. C'est sur le deuil parental. Et je trouve que c'est vraiment là-dessus que c'est le plus réussi. Moi, j'ai eu peur au début de voir un film, justement, cette espèce de mode qu'il y a de... faire des focus sur les femmes derrière tous les grands hommes avec 1000 guillemets du style Priscilla de Sofia Coppola ou tout ça. Du style, tu veux dire Agnès Shakespeare aurait écrit les œuvres de Shakespeare? Non, mais qu'elle aurait... qu'il est Shakespeare grâce à elle. Et en fait, le film, je trouve, raconte un peu ça parce qu'elle le pousse à aller à Londres. Effectivement, elle s'occupe des enfants, celui qui est malade et tout, quand lui, il vit sa vie de dramaturge à Londres. Mais c'est quand même pas du tout là-dessus. Je trouve que c'est quand même un film qui filme leur amour autant à eux deux que l'amour familial de façon très belle. Et je trouve que c'est assez rare que ce soit filmé comme ça dans les films de cette époque. Il y a un côté presque anachronique, je trouve, dans la façon dont fonctionne cette famille, mais qui, moi, ça m'a accroché. Il n'y aurait pas eu ça, je pense. Pourquoi anachronique ? Je sais pas, il y a de l'amour parental pour ses parents qu'on voit très peu dans les films d'époque. Il y a vraiment un truc, ils sont hyper tactiles. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de très beau, je trouve, là-dedans. Qui dénote en fait très clairement avec l'environnement familial. L'environnement qui est très dur, ouais. Et eux, ils sont là. Ouais. Elle est un peu bohémienne entre guillemets, avec des gros guillemets. Lui, il est un peu, c'est un jeune intellectuel qui veut créer des pièces, donc forcément, ils sont un petit peu bizarres, quoi. Mais ouais, je trouve que leur amour est très beau, et le film est effectivement sur donc le deuil parental. Ils ont donc perdu un de leurs jumeaux, un petit garçon qui s'appelle Hamnet, de la peste plus ou moins, et c'est surtout comment, et je trouve que cette thématique est aussi assez moderne et hyper intéressante, sur comment les parents vivent leur deuil très différemment et comment ils finissent par s'en vouloir, enfin notamment elle à lui, parce que voilà, il vit pas son deuil de la même façon que elle le vit, parce que lui il poursuit sa carrière et puis pas elle. On n'a pas dit qu'ils étaient interprétés respectivement par Jessie Buckley et Paul Mescal. Et heureusement qu'ils sont là, parce que moi je trouve que le gros défaut du film, c'est son excès de mélo qui est vraiment genre assez infernal, autant dans les violons que les gros plans sur tout le monde qui crie, qui pleure. Enfin, c'est vraiment lourd. C'est vraiment du douleur porn. Ah ouais. Il n'y a aucune distance par rapport à ça. Et heureusement que les comédiens, enfin moi je les trouve tous les deux très bien, et notamment Jessie Buckley, sont bons, parce que sinon ça serait, je trouve, assez insupportable. C'est quand même un film qui veut ses Oscars, que ce soit les acteurs et la réalisatrice, mais je pense quand même que derrière tout ça, elle avait quand même une... Moi, je comprends pas trop la ligne édito de cette réalisatrice, mais je pense qu'en faisant ce film, elle avait quand même on va peut-être citer certains des films. Donc, elle a fait No Man's Land, Song My Brother Taught Me. Qu'est-ce que j'oublie ? Les Éternels. Les Éternels, donc un film Marvel complètement improbable. The Rider, effectivement, j'avais vu à Cannes en plus. Ah oui, The Rider. Voilà, bon, elle a touché un peu à tout. Mais là, elle a commencé quand même. Je trouve au début, elle avait une ligne assez claire. Jusqu'à No Man's Land, elle avait une ligne. Voilà, elle avait une ligne assez claire. Là, bon. Et ensuite, elle avait une ligne assez claire. Si vous n'avez pas vu ces films, en tout cas de néo-western, filmer un peu des grands paysages, des personnes marginales au sein de ces grands paysages aux États-Unis. Donc il y avait les Premières Nations aux États-Unis. Voilà, donc il y avait une espèce de première, en tout cas de rapport à l'espace et aux grands espaces américains notamment, qui était assez prégnant. Et après des contre-westerns, puisqu'on est du point de vue entre guillemets, des Indiens plutôt que des cow-boys. Et ou des nomades dans le cas de Nomadland. Ouais. Et donc c'était en tout cas ce qui faisait sa marque de fabrique pour ses 3 premiers films. Et puis après elle a fait Marvel. Voilà. Et puis là elle fait ça. Et moi je pense quand même au fond qu'elle a une bonne raison de le faire, ce film. Je pense qu'il doit y avoir une résonance. Je ne sais pas ce qu'elle a vécu dans sa vie, si elle a eu des drames familiaux ou pas, mais à mon avis, quand même, je sens un peu de... C'est pas que, je sais pas que je veux un Oscar. Il y a clairement de ça. Et les gens qui l'ont produit, les Spielberg, Sam Mendes, je pense qu'ils veulent aussi l'Oscar qui va avec. Mais je sais pas, je sens un petit fond de sincérité quand même derrière tout ce mélo et ces larmes qui m'a quand même réussi à me choper un tout petit peu. Félix, toi, t'as pas été chopé un tout petit peu par Hamnet, ou si quand même un peu. On m'a attrapé par le col. On t'a dit tu restes là.
Ouais, moi j'ai vu pas mal de ces films en fait. Enfin, j'ai pas vu ces premiers, mais j'avais vu bon évidemment le film Marvel et enfin qui est pas si horrible que ça en vrai. Et Nomadland que j'avais trouvé intéressant par moments parce qu'il flirtait un peu avec le documentaire. Et en fait, ses premiers beaucoup flirtent avec le documentaire. Ouais. Acteur non professionnel. Et en fait etc. là, j'avoue que je trouve que du coup le film est en vrai très écrit. Je trouve que les situations, enfin. Elle tend à du naturalisme, mais je vois un truc hyper fabriqué. Et comme tu l'as dit, c'est très tire-larme avec les plans, les gens qui hurlent. Enfin, c'est vraiment. Moi, j'ai l'impression que tout le monde était sous drogue, vraiment, parce que tout le monde soit a des sourires complètement ébahis, soit hurle, enfin machin. Je suis en mode, mais où sont les humains et je trouve que genre même sa volonté de filmer la nature et tout, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très théorique en fait, même dans sa mise en scène. Il y a un plan qui est assez fort en même temps, hein, mais où on est super large et elle accouche dans la forêt. Alors il y a un truc un peu magique de clairement. Parce qu'il y a du fantastique dans le film. Alors non, ça vous exagérez. C'est pas vraiment du fantastique. Il n'y a pas du fantastique. En fait, elle a un rapport très ésotérique au monde. Voilà, exactement. Et mais même ses enfants, enfin toute la mort de son fils, elle est assez. Oui, mais ça en fait tu peux. C'est de la symbolique peut-être. C'est plutôt. C'est un petit peu symbolique. C'est un peu ce que se raconte l'enfant, mais tu sais pas exactement ce qui se passe. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est un truc fiévreux? Est-ce que c'est vraiment? Pour moi, en fait, et je trouve que ça pour le coup, c'est une idée que j'ai. Moi, j'ai acheté ce truc-là. C'est assez intéressante. C'est le côté on reprend en fait la tragédie de Shakespeare et pour la mettre dans le récit, on utilise cette femme qui potentiellement perçoit un peu l'avenir ou en tout cas voilà. Et je trouve qu'il y a ce truc là est assez malin et assez marrant parce que du coup il y a une confrontation directe parce qu'on sent qu'elle capte un peu ce qui se passe et elle voit sa mort avec deux personnes qui sont à son chevet, donc du coup elle imagine que c'est ses enfants et évidemment le film induit que c'est pas forcément les gens qu'elle pensait machin, enfin bref, et tout ça je trouve que c'est assez c'est ésotérique pour les gens qui n'ont pas vu le film. Ouais, voilà. Bon, mais ne je m'arrête là, mais en gros je trouve que toute cette partie là est assez maligne, mais je pense juste que c'est pas pour moi en fait ce film là. Enfin je trouve que sa démarche d'essayer justement d'aller chercher à fond l'émotion, moi je vois que un truc fabriqué et du coup je ne crois absolument pas à leur rencontre, et ça malheureusement quand tout l'intérêt du film c'est ensuite de montrer que le couple se délite un peu, même s'ils se retrouvent et qu'il y a quand même des moments entre eux qui sont forts, hein, mais je crois pas à leur rencontre parce que littéralement ils se voient au bout de 2 secondes, ils commencent à s'embrasser. Je me demande mais qu'est-ce qui se passe? Au début j'ai cru que c'était un jeu, un espèce de jeu sexuel, genre on se connaît mais on fait genre on se connaît pas. Et genre à la limite j'étais en mode ok pourquoi pas, et en fait non, c'est vraiment ça leur rencontre, et du coup je comprends pas du tout ce qu'elle essaie de faire. Donc bon, et en fait il y a plein de moments comme ça où les gens interagissent entre eux et littéralement je ne comprends pas les interactions, genre, ou soit c'est moi qui suis complètement autiste bizarre, c'est peut-être un peu fantasmé aussi, non? Bah justement j'arrive pas à savoir si c'est un truc de fantasme, si c'est un truc un peu théorique sur les persos, je sais pas trop en fait je comprends pas trop sa démarche en vrai. C'est un film qui m'a assez décontenancé parce que j'ai un peu du mal à sentir son centre de gravité en dehors effectivement du côté deuil et machin, et en vrai ce truc là je le trouve traité avec quand même un peu de lourdeur, vachement beaucoup de symbolisme dans les plans, dans l'écriture. Moi le parallèle avec la pièce de théâtre à la fin, j'avoue que je le trouve ça n'a pas marché sur moi. En fait, c'est tout le sujet du roman. Enfin, c'est adapté d'un roman. Ouais. Et je crois qu'il émet l'hypothèse que peut-être Hamlet. Hamlet, et en vrai, et là, elle il n'y a qu'une lettre de différence. En disant, c'est complètement lié et c'est clairement une pièce sur son fils. Alors que je crois que le roman était un peu plus équivoque. Quoi. Mais c'est un peu comme l'histoire de FL où en mode peut-être que, et en fait pas du tout. Qu'il a fait pour une femme, tu veux en dire, vrai, je suis désolé, mais je m'en fous en fait de ces histoires. Enfin, je crois que ça m'intéresse pas de savoir que potentiellement, en fait, Hamlet, ça a été écrit parce que tu vois, qu'est-ce que tu me racontes derrière ça? Et je trouve que malheureusement le film finit là-dessus. Alors je suis pas tout à fait d'accord avec toi là-dessus parce qu'il y a quand même une notion de le film n'en fait pas des caisses sur Shakespeare et sur Hamlet. Oui, non. C'est-à-dire qu'en fait il l'utilise simplement comme un moyen de ce personnage de William Shakespeare aussi, enfin qu'on appelle William Shakespeare une fois à la toute fin du film d'ailleurs. Que globalement il s'appelle Will. Il s'appelle Will et merci, au revoir. Et en fait justement c'est sa manière de vivre son deuil, c'est d'écrire cette histoire. Ouais. Je trouve que ça s'arrête là. Pour moi elle en fait pas autant un paquet que ce que vous dites. Laurent, on insinue dans le film que c'est pas lui qui a écrit Hamlet? Si. Ah d'accord, ok, oui. Non, parce que tout le monde passe son temps à dire que Shakespeare a pas écrit ses pièces et il y a des tas de théories. Non, là c'est pas le sujet, c'est savoir si c'est véritablement. C'est le sujet d'un super film de Roland Emmerich qui s'appelle Anonymous avec Chris. Mais oui. C'est un bête de film. Oui, tout à fait. Il a fait un bête de film Roland Emmerich. Il a fait 2012. Je m'attendais pas en tout cas sur 2012 est-ce qu'on passe de Chloé Zhao à Roland Emmerich. Est-ce que du coup c'est un film qu'on recommande quand même?
Moi, je recommande clairement pas. Mais après, les gens ont l'air de l'adorer voilà. et ce film est en train de chialer à la sortie, donc j'imagine qu'il y a un côté un peu exutoire pour certaines personnes. Laurent, Ayuri, t'as chialé à la sortie ? Non, parce qu'elle elle active à un moment un morceau de Max Richter qui est genre le morceau que les gens mettent sur toutes les vidéos. Ah oui, oui, en fait, je vois lequel. Tu vois lequel ? C'est ce morceau que tu vois passer sur des vieux montages sur Instagram, ou genre sauf ce petit chat, ou enfin ou que les gens utilisent pour faire des morceau qui est dans la bande-annonce de Valsak Bashir et de Sex Intention aussi, non ? Oui, il est pas possible. Il est partout. Il est partout. C'est l'équivalent de Requiem for a Dream, quoi. C'est le truc que tout le monde utilise sur les compétitions de patinage artistique et d'acrosport. Et vraiment, en fait, genre franchement, tu me montres des images d'hippopotames en train de se rouler dans la boue sur cette musique, je pleure. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un truc où c'est hyper facile de montrer des gens tristes et de mettre cette musique derrière. Et ça m'a. Roland Emmerich qui aurait fait ça. En fait, donc ça, c'est un peu le truc qui m'a saoulé parce que c'est le pendant du film que j'aime le moins. En effet, ce côté très douleur porn, le côté très regarde cette personne triste qui pleure et qui hurle. Oui, c'est bon, j'ai compris, la mort d'un enfant, c'est terrible. Et du coup, j'ai du mal à rentrer vraiment en empathie quand le film veut me faire rentrer en empathie. Par contre, je suis beaucoup moins dur que vous sur l'aspect de l'histoire d'amour et de ce personnage. Je trouve que notamment, il y a un traitement du son qui est assez beau dans le film. Il y a un côté très hypnotique où on entend tout le temps des éléments, le bruissement des feuilles. Et on entend tous les petits bruits de Paul Mescal aussi. Il fait toujours des espèces de petits. Il y a des trucs de ASMR là. Mais ça, c'est juste parce que c'est pas un bon acteur. Mais non, mais en fait, il y a une sorte de connexion de ce personnage féminin à la nature et aux éléments qui est hyper bien retranscrite. En tout cas, moi, qui m'a vraiment, qui m'a touché et du coup qui m'a un peu fait passer outre, je pense, quelques artificialités de scénario, parce que je trouve que justement ce côté un peu hypnotisant du son, de la manière qu'elle a. Qui est peut-être le lien avec le reste de son cinéma, hein. Encore une fois, sauf Marvel. Et du coup, je me suis vraiment retrouvé en empathie avec elle, dans le fait qu'elle soit un peu herbotaniste, qu'elle a un peu un rapport un peu magique, ésotérique à la nature. Moi, je trouve que le film le montre plutôt bien. Et moi, cette partie-là m'a plutôt intéressé. Leur histoire d'amour m'a plutôt intéressé. Le fait qu'elle dise mais en fait, il sera malheureux ici toute sa vie, il doit partir travailler à Londres, même si en fait, elle sait que ça va être la fin de son couple. J'ai trouvé c'est assez beau aussi. C'est une image qu'on voit pas souvent. Et justement, dans ces petites choses, dans ces petites mécaniques qu'ils ont entre eux, j'ai trouvé le film assez touchant et assez convaincant. En effet, quand il veut me faire pleurer, en fait, il me fait pas pleurer, il me donne juste envie de quitter la salle, mais il y a quand même, je trouve, un mouvement d'histoire d'amour, certes tragique, mais quand même assez belle, qui moi m'a plutôt convaincu dans le film. Voilà. Et on recommande les 3 films aujourd'hui, à la fois Le Mage du Kremlin, Amour Apocalypse et Hamnet. C'est une belle semaine. On passe tout de suite au reco de la perche. Perdons pas de temps, Salam Alek. Si j'en crois mes informations, le temps travaille contre nous. C'est bien ça, Jimmy ? Oui, à 100%. Alors voyons voir. Et Yuri, toi, tu nous recommandes, et Laurent l'a vu aussi, The Rip de Joe Carnahan, qui reforme le duo entre Ben Affleck et Matt Damon. Voilà, qui se reforme, j'ai l'impression, tous les 6 mois maintenant. Ouais, mais et en c'est tout sur cas, Netflix. C'est sur Netflix. C'est donc l'histoire d'un groupe de flics à Miami qui sont mis sur la piste d'un paquet d'argent appartenant à un cartel. On leur dit qu'il s'agit de 300 000 balles. Ils arrivent sur place, il y a 18 millions de dollars. Tintintin. Plus de 20. Plus de 20 millions de dollars. Et du coup, que s'est-il passé ? Qui va prendre l'argent, qui est pourri dans l'équipe et qui est peut-être responsable de la mort d'un autre flic. Voilà, c'est un polar archi-bourrin, assez bête, mais quand même assez efficace. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment pas du tout passé un mauvais moment à le regarder, notamment parce que le duo Matt Damon et Ben Affleck qui jouent 2 collègues qui arrêtent pas de se chamailler. En fait, quand tu sais que c'est des amis d'enfance, je trouve qu'il y a un côté assez marrant de voir ces 2 gros gars adultes en fait être en mode genre non, j'ai joué à la police avec toi. Enfin, il y a un côté que je trouve assez charmant. Et globalement, le film est pas trop mal écrit, les twists sont assez bien pensés. C'est mis en scène avec une forme de bourrinerie que je qualifierais de plutôt élégante, et ça aurait pu être vraiment vraiment pire. Et franchement, j'étais assez agréablement surpris par The Rip, qui est franchement pas du tout un mauvais film d'action. Laurent ? Oui, c'est probablement ce qui se fait de mieux sur Netflix. Je suis globalement 100% d'accord avec toi. Je vais pas forcément trop épiloguer. C'est juste que toi, tu disais que c'était un peu bête. Je suis pas d'accord. C'est pas si bête. C'est simple, mais c'est vraiment un gros polar classique avec des petits twists marrants et tout. Enfin, c'est plutôt bien fait. Un poil long peut-être. Voilà, c'est peut-être mon seul truc. C'est peut-être qu'au début il est un peu plus longuet. Bête au sens c'est très premier degré. Quoi, enfin, dans l'ensemble, c'est vraiment un divertissement assez honnête. Petite précision qui est assez marrante en fait pour ce film, parce que ça a été réalisé par un no-bot
complet qui est genre. Ah non, Joe Carnahan n'est justement pas un no-bot complet. Ah ouais. Genre dans les amateurs un peu de films d'action un peu connoisseurs. Un peu à la con, non? Non, parce qu'il a fait un film avec Liam Neeson qui s'appelle The Grey. Enfin, il a fait pas mal de films quand même. Ok, bon bah enfin moi. Il a viré des TV un peu à la con, mais je suis passé un peu à côté de ce gars. Mais la particularité, c'est que le film a été produit probablement d'ailleurs à la demande de Ben Affleck et de Matt Damon, où Netflix avait une espèce d'accord où en gros ils vont payer les artistes aussi en fonction de la manière dont le film va marcher en streaming. Ouais. Et contrairement à d'habitude, parce qu'ils ont réussi à arracher ce truc-là à Netflix, ce qui je trouve un développement en termes de production assez intéressant, mais probablement parce que il faudra faire un jour parler de la boîte de prod de Matt Damon et Ben Affleck qui instaure tout un tas de ce genre de mécanismes à Hollywood. Et je vous encourage à écouter les merveilleuses choses que Matt Damon dit sur Netflix en interview. Sauf qu'il les dit chez Joe Rogan. Oui, c'est bon, oui. Et il y a, j'ai vu que les extraits. C'est pas mal qu'ils disaient ce genre de discours chez Joe Rogan, en fait. En vrai. Et je vois au casting qu'il y a Teyana Taylor qui était Perfidia dans une bataille après l'autre. Absolument. Super dans le film. Ouais. Ok, toujours super, je pense. Félix, toi, tu veux nous recommander des vidéos YouTube? Oui, parce que c'est gratuit et que c'est facile d'accès. C'est pas la première fois que tu nous recommandes du YouTube. J'ai quelques vidéos de recettes que je peux vous donner sur tous les reels où je regarde des trucs se faire couper en deux avec un couteau hyper chaud. Je connais tout ça. De la nourriture, pas des gens. Laurent. Bref, moi j'ai envie de vous recommander effectivement 2 vidéos YouTube. La première du coup c'est la dernière vidéo d'une série qui s'appelle Underscore, qui est une série créée par Alt236 et Gilles Stella. Pour les gens qui sont sur YouTube, vous connaissez. C'est des youtubeurs qui grosso modo créer des trucs. C'est là qui a bossé avec Karim Debache et voilà, c'est des gens qui créent des trucs soit sur le cinéma, soit de manière générale sur notre rapport aux images et sur les univers un peu étranges. C'est sur Arte du coup cette série, et donc le dernier épisode s'appelle Generated Art, l'IA peut-elle créer de l'art, et c'est une vidéo de 30 minutes où en fait ils essayent d'explorer un peu, mais en partant de quelque chose de très concret jusqu'en allant à des espèces de réflexions un peu philosophiques sur en fait en vrai qu'est-ce que l'acte de créer, est-ce qu'une machine peut le répliquer, et c'est vraiment hyper intéressant. Et la deuxième vidéo que j'ai envie de vous conseiller, c'est la masterclass de Jean-Luc Godard sur la chaîne de la Fémis. Une masterclass de 88. Attendez, pardon, qui êtes-vous qui a vous fait Félix? Qui dure 1h20 et que j'ai lancé à la base pour rire en me disant qu'est-ce que c'est que ce truc. Et en fait, j'ai été assez captivé par le gars parce que je le trouve hyper touchant. Je trouve qu'en fait, pour la première fois, c'est peut-être la seule fois qui tremble et où en fait, il est assez honnête sur sa carrière et sur le fait qu'il fait des films clairement là parce que il faut manger et qu'il faut que ça marche et machin. Enfin, en fait, la posture de Jean-Luc Godard n'existe pas trop là-dedans et je le trouve très sincère et étonnamment touchant et lucide. Donc c'est pour ça que je vous conseille. Voilà. Et de manière générale, la chaîne YouTube de la Fémis a mis en ligne toutes les masterclass qu'ils ont enregistrées. Et il y a vraiment de tout, Wes Anderson, David Fincher, etc. Donc je vous encourage à aller voir toutes ces masterclass. Emmanuel Mouret. Ça, j'ai pas vu celle-là, étonnamment. Mais peut-être que tu vas le trouver étonnamment touchant et lucide. On conclut comme chaque semaine avec une carte blanche. J'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit l'autre jour. J'ai passé la moitié de la nuit à y réfléchir. Et puis j'ai eu un flash. Et Yuri, c'est toi cette semaine qui nous fait une carte blanche. Tu viens de nous recommander The Rip. Il y a donc une certaine logique à ce que ta carte blanche se porte sur pourquoi les gros films bêtes qui font boum boum, en fait, c'est bien. C'est pas que c'est bien, c'est que je pense qu'il faut les prendre au sérieux. Je vais essayer de me lancer dans une espèce de défense du blockbuster, pas en tant que objet de cinéma parce qu'il n'a pas besoin d'être défendu, on n'en est plus là heureusement, mais parce que je suis toujours un peu agacé par la position de dire que soit c'est pas du cinéma, coucou Scorsese, et donc finalement ça ne mérite pas de regard critique, ou ça va, pourquoi vous êtes aussi méchant avec ce gros film qui n'est finalement que du divertissement. Parce que je vais essayer de défendre la thèse qu'on entre dans le blockbuster comme on entre dans une cathédrale. Et oui, un parallèle un peu religieux, un peu bidon, j'en suis désolé. Parce que pour moi, le blockbuster, c'est en effet une sorte d'énorme édifice qu'on visite, qui nous fait un énorme effet, qui nous raconte une histoire un peu simple, comme un peu les vitraux qu'on voit un peu sur le haut de Notre-Dame. Et à chaque fois qu'on le revisite, on peut y revoir des petits détails, des petites choses en plus. C'est pour ça que je pense qu'il faut le prendre très au sérieux, parce qu'il s'agit de la production, en tout cas dans ce qu'elle a de plus massif, dans ce qu'elle a de plus onéreux, et donc dans ce qu'elle a de plus représentatif des techniques du moment. C'est pour ça aussi qu'on s'agace très souvent ici de la piètre qualité de certains blockbusters, et on s'agace pas en disant juste « Oulala, c'est bête, c'est con, ça fait boum boum ». Non, moi je suis sincèrement
triste de voir des grands films qui sont censés mobiliser les meilleurs techniciens, les meilleurs comédiens, les meilleurs acteurs, les meilleurs chefs opérateurs, les meilleurs mecs qui font des effets spéciaux pour finalement être finis à la zob et monter avec globalement la capacité de concentration d'un enfant de 4 ans et demi. Et donc pourquoi il faut les prendre au sérieux aussi, parce que ce sont les premiers films qu'on va voir en tant qu'enfant. Et je pense que c'est quelque chose dont on doit se souvenir, que ces films-là, quand on les fait, quand on les pense, quand on les voit, c'est les premiers films à entre guillemets coloniser nos imaginaires quand on va les découvrir. Et du coup, le fait que leur qualité, quand bien même ce soit des films bêtes entre guillemets, simples entre guillemets, ce sont des films qui vont façonner nos images, façonner nos imaginaires, façonner notre manière de voir le monde. Et je pense que du coup, le fait de leur apporter le sérieux avec lequel on devrait les regarder, c'est aussi simplement comprendre dans quel monde on vit, quelles images nous façonnent et quels imaginaires vont peut-être ressortir dans 15, 20, 30 ans. Pourquoi, du coup, quand on parle de Marvel, on est toujours en train de dire c'est de la merde, c'est moche, etc. C'est pas juste pour taper dessus et dire que c'est de la merde, c'est moche, etc. Mais parce que les gens qui découvrent aujourd'hui les films au cinéma avec les Marvel, en fait, vont aussi s'accaparer tout un tas d'images qui, je trouve, sont produites de plus en plus sans respect du spectateur, sans le respect qu'on doit à l'intelligence collective de l'humanité. Et c'est pour ça que je pense que même si c'est des films bêtes qui font boum boum, il faut toujours les regarder avec sérieux, les prendre pour ce qu'ils sont, à savoir une forme de cathédrale. Et quand une cathédrale est mal construite et qu'elle menace de s'effondrer, je pense qu'on peut s'en inquiéter. Voilà. Et c'est aussi des films qui parfois sont moralement très chelous, et c'est aussi pour ça qu'il faut... Bah non, mais c'est vrai, c'est aussi une dimension pour laquelle il faut les prendre au sérieux. Merci Yuri, merci tout le monde. À la semaine prochaine et restez perchés. Bonne semaine.